Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant 1 heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, 5800 points franchis pour le CAC 40. Il faudra quand même confirmer ce niveau en clôture. Ça n'est pas gagné car évidemment les marchés sont assez sensibles à la remontée des rendements obligataires. C'est le sujet du moment avec des espoirs de reflation qui sont peut-être en train de se transformer en crainte inflationniste. Est-ce que le débat est prématuré? C'est une question pour les économistes. En tout cas, sur les marchés, ça se joue au quotidien. C'est un arbitrage permanent de la part des investisseurs et on voit que cette remontée des rendements obligataires qui vient des États-Unis avec un 10 ans américain qui a quasiment touché 1,45% ce matin se diffuse également à la partie européenne puisque le 10 ans français est revenu à zéro aujourd'hui pour la première fois depuis plusieurs mois. On venait de moins 0,35% ces dernières semaines sur le 10 ans français. Donc une remontée qui concerne également la zone euro, ce qui n'est pas au goût de tout le monde. On voit les déclarations qui se multiplient du côté de la Banque Centrale Européenne. C'était Christine Lagarde elle-même en début de semaine. Aujourd'hui, Isabelle Schnabel, membre du directoire de la Banque Centrale Européenne, en attendant une prise de parole prévue aujourd'hui du chef économiste de la BCE, Philippe Lane. On en parlera dans un instant avec une économiste de Pictet Wealth Management qui sera avec nous par téléphone depuis Genève. Et puis la séquence de résultats qui se poursuit avec aujourd'hui une réaction de marché positive aux publications d'AXA ou encore de Veolia. AXA qui fait figure de leader au sein du CAC 40 et à l'inverse, Safran, malgré des résultats solides pour des résultats à travers une crise pandémique, le titre Safran fait partie des plus fortes baisses aujourd'hui au sein du CAC. Le résumé complet de cette séance à mi-parcours, c'est dans une seconde avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Des indices qui sont résilients, très forts même diront certains, avec un CAC 40 au-delà des 5800 points à mi-séance et des mouvements sous la surface toujours très importants. Nicolas Pagnès nous résume tout ça à mi-séance avec depuis la salle de marché de notre partenaire Bourse Direct. La tendance est toujours à la hausse à la mi-journée à la Bourse de Paris. Le CAC 40 dépasse même les 5800 points alors que les marchés sont moins sensibles aux hausses des rendements obligataires aux États-Unis. Des rendements obligataires qui continuent d'ailleurs leur progression avec un taux à 10 ans aux alentours des 1,43% à la mi-journée et un taux à 30 ans aux alentours des 2,29%. Des niveaux records mais qui inquiètent moins les marchés depuis la seconde prise de parole de Jérôme Powell face à la Chambre des représentants cette fois-ci. Celui-ci a estimé que l'économie américaine est loin des objectifs de la Fed en matière d'emploi ou d'inflation. Il a par ailleurs précisé que selon lui, l'inflation devrait suivre une trajectoire volatile au rythme de la croissance, de la reprise économique, mais l'inflation qui ne devrait pas atteindre l'objectif fixé par la Fed d'ici 3 ans. Une déclaration vue par de nombreux investisseurs comme l'assurance d'une politique accommodante de la Fed qui devrait encore durer dans le temps. Et pour les plus craintifs, Jérôme Powell a assuré que le jour où l'inflation atteindrait le niveau fixé par la Fed, celle-ci dispose de tous les outils nécessaires pour y faire face. États-Unis toujours, les investisseurs vont suivre les discussions qui reprennent à propos du plan de relance de 1900 milliards de dollars au sein de la Chambre des représentants. Les investisseurs qui affichent également un léger optimisme vis-à-vis de l'autorisation probable du vaccin unidose développé par Johnson & Johnson à la lecture en tout cas des premiers documents mis à disposition par la FDA. Les marchés qui suivent également en Europe de près l'évolution de la situation au Royaume-Uni, le pays étant le premier à avoir annoncé officiellement un calendrier de sortie de crise. Les investisseurs qui garderont également un œil ce soir sur la conférence de presse de Jean Castex alors que de nouvelles mesures de restriction régionale pourraient être annoncées. Et on regarde rapidement les statistiques publiées aujourd'hui. On notera qu'en France, la confiance des ménages recule légèrement au mois de février. Elle ressort à 91 points, soit en dessous de sa moyenne longue période qui se situe à 100 points. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, elles sont nombreuses aujourd'hui. On commence avec AXA qui fait état d'un bénéfice net de 3,16 milliards d'euros en 2020, en recul de 18% par rapport à 2019. L'assureur annonce également revenir au niveau de dividendes qu'il avait prévu initialement, à savoir 1,43 euros, après avoir envisagé de le diminuer de moitié l'année dernière. Pour 2021, AXA dit aborder l'année avec une grande confiance grâce à une dynamique commerciale à nouveau
enclenchée sur la fin de l'année 2020. Veolia annonce de son côté une progression de son chiffre d'affaires de 0,9% au dernier trimestre 2020. Le groupe renoue ainsi avec la croissance après le repli de son activité sur les trimestres précédents à cause de la crise sanitaire. Son résultat courant pour l'ensemble de l'année 2020 ressort lui à 415 milliards d'euros, soit au-dessus des prévisions des analystes. On notera que Safran annonce de son côté un recul de 33% de son chiffre d'affaires et de 56% de son résultat opérationnel courant ajusté. Le groupe publie malgré tout des résultats légèrement supérieurs aux attentes des analystes dans un contexte de baisse de la demande chez ses clients dans l'automobile et l'aéronautique. L'équipementier versera par ailleurs un dividende de 43 centimes d'euros au titre de 2020 et anticipe une hausse de sa rentabilité opérationnelle pour 2021. On passe à Arkema à présent. Arkema qui annonce un chiffre d'affaires 2020 en recul de près de 10% à 7,88 milliards d'euros. Le bénéfice courant d'Arkema recule lui de 37% à 391 millions d'euros. Le groupe de chimie reste cependant confiant pour 2021 et anticipe une hausse de sa rentabilité également cette année. Et on finit avec Ipsos. Ipsos qui annonce une progression de 4,5% de son résultat net sur l'ensemble de l'année 2020. Ipsos qui anticipe également une activité positive pour ce début d'année 2021. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et c'est Nadia Garbi qui est avec nous pour entamer cette édition de la mi-journée de Smart Bourse sur Bismart, économiste chez Pictet Wealth Management, qui nous rejoint par téléphone depuis Genève. Bonjour et bienvenue Nadia. Merci beaucoup d'être avec nous. Il faut qu'on fasse quand même le bilan de ces 2 jours d'audition de Jérôme Powell devant les commissions du Sénat puis de la Chambre des représentants hier. Intéressant de regarder quand même la réaction des marchés sur la partie obligataire. On était à 1,35 sur le 10 ans américain avant que Jérôme Powell ne s'exprime en début de semaine. On est proche d'1,45 désormais au moment où on se parle, malgré un discours du patron de la Fed qui a été jugé très très accommodant, Nadia. Est-ce que malgré tout, il a donné une forme de blanc-seing pour permettre au marché de continuer à faire remonter cette courbe des taux américaine? Alors c'est une bonne question, Grégoire. C'est vrai qu'il a été très serein sur cette hausse des taux qui sont, selon lui, le reflet de meilleures perspectives de croissance. Donc plutôt beaucoup de sérénité sur cette hausse des taux. Mais la question ces prochaines semaines sera de voir si l'anxiété de la Réserve fédérale monte d'un cran, si cette tendance haussière se poursuit et où est le seuil de douleur de la Réserve fédérale. On sait qu'au bout d'un certain moment, le marché immobilier pourra être impacté. Mais pour le moment, en tout cas, Powell s'est montré plutôt serein sur cette hausse de taux et aussi pas particulièrement inquiet sur l'inflation qui, selon lui, sera volatile, mais pas vraiment. Il ne s'attend pas vraiment à une hausse forte de l'inflation ces prochains mois. Est-ce qu'il faut comprendre que pour Jérôme Powell et la Fed, on est encore dans la partie facile de la communication, avec notamment 10 millions de personnes qui sont encore sans emploi, enfin sorties du marché du travail aux États-Unis? Est-ce que ça maintient la Fed dans une situation confortable en matière de communication aujourd'hui? Oui, alors tout à fait. Je pense que là, en ce moment, la Fed est en tout cas, la communication est plus facile. Effectivement, il a accentué sur le fait que le marché du travail n'est toujours pas à son niveau d'avant-crise, ce qui justifie une politique monétaire accommodante de la part de la Réserve fédérale. Donc oui, clairement, on est actuellement dans la partie plutôt facile de la communication pour la Réserve fédérale. Bon, pour la Fed, c'est facile. Pour les autres, ça l'est un peu moins, Nadia. Évidemment, on l'a constaté. Je crois que Christine Lagarde elle-même s'est exprimée avant les auditions de Jérôme Powell sur la remontée des rendements obligataires en Europe, parce que les taux américains qui remontent, ça a des effets de contagion sur la partie européenne. Ce matin, c'est l'Allemande Isabelle Schnabel, membre du directoire de la Banque Centrale Européenne, qui confirme que la BCE surveille de près l'évolution des taux réels et n'hésitera pas à agir si les conditions financières se durcissaient de manière non voulue. Et puis on attend encore dans les prochaines heures, cet après-midi je crois, le chef économiste de la BCE, Philippe Lane. Pourquoi est-ce que la BCE se sent obligée de réagir à ce stade alors que le niveau des taux en Europe est quand même très différent de celui des taux américains? Alors c'est vrai que les taux européens sont très bas, mais les taux européens montent par effet de contagion des taux américains et non pas parce que les perspectives de croissance
en zone euro s'améliore. Et je pense que c'est ça qui inquiète la Banque centrale européenne. C'est cet resserrement des conditions financières qui arrive à un moment où la reprise reste très fragile en zone euro. Encore, la situation au niveau du virus reste très compliquée en zone euro. Au niveau des vaccins, on a tout de même plus de retard que dans d'autres pays et d'autres régions aussi en zone euro. Donc voilà, cette hausse de taux, elle arrive à un moment où la reprise en zone euro est très très fragile, et c'est la raison pour laquelle je pense que la Banque centrale européenne est très inconfortable avec la hausse récente des taux. Alors maintenant, la question, ce sera de savoir si ces interventions verbales vont se traduire par une hausse des rachats d'actifs hebdomadaires. Donc il sera intéressant de voir lundi si la BCE a augmenté ses rachats cette semaine. Pourquoi est-ce que c'est encore aussi difficile aujourd'hui, Nadia, d'être optimiste sur l'ampleur de la reprise en zone euro? Aux États-Unis, vous l'avez dit, Powell voit le niveau des taux comme une déclaration de confiance dans les perspectives économiques. Je ne parle même pas de l'Asie ou de la Chine qui semblent déjà être revenus à des niveaux d'activité pré-pandémique. Pourquoi est-ce que c'est encore aussi compliqué chez nous d'avoir ce même optimisme? Je dirais qu'en zone euro, c'est surtout tout d'abord la situation du virus, mais aussi la situation au niveau des vaccins qui est très lente. Le déploiement des vaccins en zone euro est plus lente, et vous avez aussi beaucoup de divergences entre les pays. La situation n'est pas pareille en Italie ou en Espagne qu'elle n'est en Allemagne. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est aussi la réponse fiscale. Aux États-Unis, on voit un nouveau plan de relance qui va être voté par le Parlement aux États-Unis de plus de 1900 milliards. En Europe, on est tout de même encore à la traîne à ce niveau-là. La situation en Europe mériterait quand même un soutien budgétaire, un meilleur équilibre à nouveau de ce que vous, les économistes, appelez le policy mix. C'est-à-dire, au regard des efforts fournis par la Banque centrale européenne, le relais budgétaire est encore aujourd'hui décevant en Europe, vous diriez, Nadia ? Oui, et ce qui est inquiétant, c'est plutôt la divergence par pays. Si vous regardez par exemple la réponse fiscale en Espagne, qui a été très durement touchée par la crise, on reste très timide, alors que si on compare avec ce qui a été fait en Allemagne, là, la réponse fiscale a été beaucoup plus forte. Donc c'est plutôt cette divergence entre les pays de la zone euro qui, moi, m'inquiète, et on pourrait avoir une reprise à deux vitesses, où d'un côté, vous avez des pays comme l'Allemagne qui reviennent à leur niveau d'avant-crise déjà cette année, alors qu'en Espagne, par exemple, on n'attend pas ce retour du niveau d'avant-crise avant 2023. Et dans une union monétaire, on n'aime pas ce genre de situation où vous avez beaucoup de divergences entre pays. Et d'ailleurs, ceci peut rendre un peu inconfortable aussi la position de la Banque centrale européenne, qui ne veut pas voir de trop fortes divergences au niveau de la reprise. Donc heureusement, on aura le fonds de relance qui arrive plutôt au troisième trimestre, mais à court terme, on a besoin d'un peu plus de soutien budgétaire dans certains pays, notamment dans les pays périphériques, mais aussi dans d'autres pays. Est-ce que c'est quelque chose qui est en cours quand on écoute les débats politiques ici et là? Est-ce que la barre, malheureusement, est très haute encore pour que les États qui en auraient besoin en remettent au pot sur le plan budgétaire, Nadia? Alors la situation est compliquée parce qu'en zone euro, vous avez certains pays qui ont un trade-off entre, d'un côté, le stock de dette publique qu'ils ont, et de l'autre côté, soutenir les économies à court terme. Et on voit les pays qui ont un fort stock de dette publique être plutôt prudents dans leur réponse fiscale à un moment où justement on a besoin d'un fort déploiement de soutien budgétaire pour justement aider l'économie. Donc on voit que les pays restent plutôt prudents, et ce qu'on a besoin en zone euro, c'est surtout de la visibilité sur les règles fiscales. À ce jour, on ne sait pas si les règles fiscales en zone euro seront suspendues en 2022. Elles le seront sûrement, mais on a besoin de plus de visibilité sur ces règles fiscales, sur ce qui arrivera après la crise avec ce fort stock de dette en zone euro.
Oui, je crois que la question du pacte, effectivement, suspendu depuis un an, va très vite revenir dans l'actualité. Dès la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises, il y a normalement une prise de parole attendue de la part de la Commission européenne pour peut-être évoquer ce calendrier. Comment est-ce qu'on va remettre une forme de norme, d'orthodoxie, de nouvelle orthodoxie autour des règles budgétaires en Europe, dans une situation de divergence, à nouveau, vous l'avez souligné, entre les pays de la zone euro, Nadia. Je voulais qu'on garde quelques instants pour dire un mot de ce qui se passe en périphérie de la zone euro. Vous êtes installé en Suisse chez Pictet Wealth Management, je le rappelle. Alors, que peut-on dire de l'économie suisse versus l'économie de la zone euro ? Je regarde les mouvements de marché, notamment sur le Forex, l'euro-franc suisse, qui a dépassé le seuil de 1,10, 1 franc suisse pour 1 euro. C'est un seuil qu'on n'avait plus vu depuis l'été 2019, je crois, Nadia. Qu'est-ce qui se joue, selon vous, économiquement, j'allais dire, derrière ce rapport de force ou ce rapport entre la devise de la zone euro et la devise suisse ? Alors tout d'abord, pour un petit pays exportateur comme la Suisse, c'est une bonne nouvelle de voir la dépréciation du franc suisse, mais c'est surtout une bonne nouvelle pour la Banque nationale suisse qui va pouvoir un peu souffler. L'année 2020 a été particulièrement difficile pour la BNS. Je vous rappelle qu'elle est intervenue, que les interventions de la BNS sur les marchés d'échange ont dépassé les 100 milliards l'année passée. Donc un franc suisse qui se déprécie signifie aussi que la BNS sera moins forcée à intervenir pour justement réduire ses pressions sur le franc suisse. Maintenant, en tout cas, la Banque centrale suisse devrait rester très accommodante. Les perspectives d'inflation restent très faibles en Suisse. Donc les taux, en tout cas en Suisse, les taux directeurs en Suisse devraient rester à moins 0,75 en tout cas cette année. C'est très difficile de voir la Banque nationale suisse bouger avant la Banque centrale européenne. Donc on est un petit pays un peu coincé autour de cette grande zone qui est la zone euro. Donc à ce stade, c'est un soulagement en tout cas pour les exportateurs en Suisse, mais au niveau de la politique monétaire, je dirais que Thomas Jordan, qui est le président de la BNS, doit mieux dormir ces derniers jours, mais on n'est pas à l'abri d'autres mouvements. Oui. Bon, la vigilance reste de mise donc pour la Banque nationale suisse. Merci beaucoup Nadia. Nadia Garbi qui est avec nous par téléphone, économiste chez Pictet Wealth Management. Et on se focalise sur la partie américaine à présent avec Thierry Gill qui est à mes côtés en plateau, le président de Raymond James Euro Equities. Bonjour et bienvenue Thierry. Bonjour Raymond. Bon, ça m'intéresse de savoir ce que l'histoire nous apprend du couple inflation-action. Est-ce que c'est un couple instable ? Je t'aime, moi non plus. Alors c'est vrai que ça fait 30 ans qu'on nous parle de désinflation ou de déflation, de baisse des taux, etc. Mais il y a quand même dans l'histoire passée des moments où on a vu des remontées d'inflation, des séquences reflationnistes. Que peut-on dire des performances boursières dans ces moments-là, Thierry ? Alors d'abord, ces périodes, il n'y en a pas eu beaucoup. Si on remonte au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y en a eu réellement deux. Il y a eu directement l'après-guerre, période 46-49, et vous avez une autre période qui a démarré en 1966, bien avant le premier choc pétrolier de 73. La lecture courte, c'est bien évidemment l'inflation ne fait pas très bon ménage avec les actions. Donc en général, ce sont des baisses qui peuvent être conséquentes. Elles ont été à l'époque de l'ordre de 20%. Ayant pour conséquence comme corollaire une baisse forte des PE de marché, ce qui est assez logique. La durée en général de stabilisation peut durer jusqu'à 2 ans. Et en généralement, c'est suivi après de périodes assez sensibles de hausse. Généralement, lorsque vous avez de l'inflation, c'est bon pour les ventes, c'est bon pour les profits, mais tout ça, c'est bon en nominal. Il faut ramener ça en réel. Et c'est là où les pertes sont bien évidemment moins bonnes. Mais la question peut-être que vous sous-entendez est de savoir, sommes-nous dans ce cas de figure ? Est-ce que l'histoire passée peut se répéter ? Est-ce qu'on est à nouveau dans une séquence où effectivement les actions seraient à un moment challengées, en risque pour dire les choses, face aux anticipations d'inflation qui semblent être en train de se former ? La réponse courte est non. Aujourd'hui, en tout cas nos économistes, nos stratégistes n'identifient pas de retour de l'inflation. Les propos de Powell vont dans le même sens qu'il a déclaré avant-hier. C'est plus un retour à une espèce de norme que vraiment de signe tangible de l'inflation. C'est plus une situation de retour un peu à une situation normale,
pour mémoire, début 2020, avant la crise Covid aux États-Unis, le taux long US, le taux 10 ans, était à peu près à 1,90. On est tombé, bien évidemment, en mars 2020 à 0,5, 50 points de base. On est resté très bas pendant une grande partie de l'année dernière. Ça se retend ces derniers mois. Et on pense généralement qu'un retour sur des niveaux de 1,70 à 80 n'aurait rien de choquant. Un retour à la norme. C'est à peine ce qu'on avait avant le déclenchement de la crise pandémique. Janvier 2020, Exactement. le 10 ans US est à 1,90. Les taux étaient à peu près sur des niveaux de 3% en 2018, avant que Trump ne rentre dans un conflit commercial avec la Chine. Ça avait entraîné une sorte de flight to quality pendant une bonne partie de l'année suivante qui avait pour conséquence de baisser les taux longs sur des niveaux de 2,5. Voilà, donc là, on ne fait jamais que retourner à la situation de janvier-février de l'année dernière. Ouais. Et alors, dans l'idée ou dans le scénario où effectivement 1,70, 1,80 sur le 10 ans américain serait le nouveau point d'équilibre, c'est un point d'ancrage qui reste positif pour les marchés actions. Comment est-ce qu'il faut le comprendre? Est-ce que c'est positif pour l'ensemble du marché actions? On voit bien qu'il y a des logiques sectorielles qui sont très différentes aujourd'hui, et on comprend quand même que c'est le niveau des taux longs américains qui décide qui monte ou qui baisse aujourd'hui sur les marchés actions d'une certaine manière. En tout cas, c'est pas un frein. C'est pas un frein à la poursuite de la hausse des actions. On peut faire une similitude avec ce qui s'est passé au lendemain de la crise qu'on a connue en 2008, après la crise du subprime. Et dans le point bas du marché avait atteint à l'époque en mars 2009. Et on a eu concomitamment une remontée des taux courts qui étaient passés globalement de... alors, ils étaient partis quelques mois avant de 2%, mais on a poursuivi de 3 à 4%. Les bourses ont quand même monté. Donc, c'est pas pour nous un élément d'inquiétude. J'ai coutume de dire souvent qu'il faut toujours juger un petit peu l'inflation à l'aune de la croissance du produit intérieur brut et de ce qu'il fait. Si les propos de Powell se vérifient, et il nous a annoncé mardi soir qu'il n'était pas impossible qu'on ait un PIB en croissance de 6% en 2021. Ouais. Ce n'est pas forcément un scénario qu'ont beaucoup de maisons. Nous, on est plus prudents. Chez Raymond James, on est à 4,5. J'ai certains confrères qui sont à 5. Mais l'incidence au niveau de la croissance des profits est considérable. Ouais. Déjà, on se rend compte que depuis le point bas de mars dernier, parce qu'on vient de finir la saison du Q4 aux États-Unis, de la publication des résultats qui était largement au-dessus des attentes. 15 janvier, on estimait au Q4 moins 9%, on finit à plus 2%. Si vous décalez ce phénomène dans le temps, trimestre après trimestre, on est sur des objectifs fin d'année qui ne seraient pas illégitimes. Je parle des profits du Standard & Poor's 500 sur des niveaux largement au-delà de $180, voire de $190. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est déjà revenu au-delà des niveaux de 2019 ? Largement. En 2019, on finit l'année 2019 sur des profits sur le Standard & Poor's 500 à $161. Donc c'est pour ça que c'est une période qui était anormalement violente dans la correction des indices, c'est ce qu'on a connu l'année dernière, mais en même temps, à la hausse, c'est pareil. Et généralement, il faut 2 à 3 ans pour retrouver, lorsque vous entrez en récession, au moins 2 ans pour retrouver les profits d'avant-crise. Là, vous aurez mis 1 an et demi, c'est très rapide. Et même largement au-dessus, parce qu'on va finir 2020 globalement sur des profits sur le Standard & Poor's à $138. Voilà, et cette année, on va finir, je ne sais pas, on sera peut-être à des niveaux à $180. Tout le monde cherche la faille, mais c'est vrai que c'est très difficile de ne pas être positif sur l'économie américaine cette année, au moins. Je ne parle pas des enjeux de long terme, des déséquilibres éventuels, il sera toujours temps d'en discuter, mais là, déjà, il faut peut-être redire un mot du sanitaire aussi, mais la vitesse de décélération de l'épidémie au niveau mondial et aux États-Unis est assez spectaculaire depuis 2 mois. Ajouter à cela, l'idée quand même d'un effort budgétaire supplémentaire. Alors, on avait en tête le chiffre marquant d'1,9 trillion de dollars. C'était affiché par l'administration Biden, mais il y a encore quelques semaines, beaucoup disaient oui, mais ça, c'est le price tag de départ. C'est le point de départ de la négociation. Vous allez voir, une fois que le Congrès se mettra en route, on descendra peut-être autour de 1 000 milliards, de seulement 1 trillion de dollars. Non, il va passer 1,9 trillion de dollars de soutien budgétaire supplémentaire. Alors, sur le volet sanitaire, pour évoquer votre première remarque, effectivement, les Américains sont toujours très pragmatiques. Ils ont donné des moyens considérables. La volonté de Biden était de vacciner 100 millions de personnes dans les 100 premiers jours, ce qui fait à peu près 1 million par jour. On est actuellement à 1,3 million. Demain, vous devriez avoir l'approbation du vaccin au niveau de la FDA de Johnson & Johnson, qui est en une seule prise.
Ce qui veut dire que la prospection qui est faite, c'est que fin mars, vous devriez avoir 130 millions d'Américains qui auront été vaccinés sur une population de 320 millions. Oui, c'est beaucoup. Quasiment la moitié. C'est beaucoup. On n'a pas ça en Europe. Donc, ils ont 3 vaccins. Ce qui n'est pas encore exactement le cas avec nous, avec un doute en Europe sur le vaccin AstraZeneca. Il y aura un autre vaccin qui doit venir cet été, qui est Novavax. Donc, ils seront très, très pragmatiques. Autre aspect, quand ils décident de vacciner, alors, chaque pays a un maillage différent. Aux États-Unis, vous pouvez vous faire vacciner dans des grandes surfaces, dans un Walmart. Vous allez au fond du magasin, il y a des gens qui peuvent vous vacciner. Mais quand il faut toucher des populations dans des États du centre ou dans le Midwest ou dans la Sunbelt, c'est la condition sine qua non. Donc ça, sur ce côté sanitaire, ils sont vraiment donnés les moyens. Et ils vont continuer. D'ailleurs, Biden a entendu, il y a eu hier au niveau du Sénat, c'était mardi, pardon, il y a une volonté d'accélérer encore plus fort. Voilà, donc ça, c'est sur le côté sanitaire. Sur l'ampleur de l'aide, alors vous savez qu'il y a un vote qui doit intervenir demain à la Chambre basse aux États-Unis, la Chambre des représentants. La clé, c'est la date butoir, c'est le 14 mars, parce que les plans qui avaient été votés fin décembre, le plan sous Trump, c'était 900 milliards qui expire le 14 mars. Donc il faut absolument réussir à passer le relais avant. Et il y a une chose qu'il faut bien comprendre, et c'est ce qu'explique notre analyse politique, c'est que il faut refaire un petit retour en arrière. En 2008, quand Obama a été élu, il a été beaucoup plus timoré dans la mise en place de réformes. Et ça leur a coûté les échéances de mi-mandat de 2010. Il a dû cohabiter en quelque sorte. Biden ne veut pas répéter cette erreur. C'est pour ça qu'il fera tout pour le montant et atteindre le plus proche possible des 1 900 milliards. C'est un montant politique, plus qu'économique. J'ai envie de dire les deux, il est assez bien réparti. Il y a 3 grands postes. Il y a le plan sanitaire, il y a le plan accompagnement pour les gens avec des moyens, avec des revenus inférieurs à 75 000 $ et les gens sans emploi. Et le troisième aspect qui était très important et qui devait être négocié avec les Républicains, c'était sur le plan d'accompagnement au niveau des collectivités locales. Trump avait été très réticent sur cet aspect-là. Mais oui, il est bien évidemment, au-delà de l'enjeu économique, il est très politique. Mais c'est des sommes très importantes parce que 1,9 que vous rajoutez aux 900 milliards votés en décembre et ce qui avait été fait avant, aujourd'hui on est sur une enveloppe globale de 3,8 trillions sur un PIB qui est à peu près 20 trillions. C'est considérable. Et on n'a même pas encore abordé la question du plan d'infrastructure. Oui, et le plan d'infrastructure. Prochain sujet, peut-être un plan de même ampleur, de même taille. En tout cas, c'est ce on parle de 2 trillions, oui. C'est ça, voilà. C'est ce qui est affiché par l'administration Biden. Une fois qu'on a dit tout ça, dans quoi est-ce qu'on investit, Thierry, sur les marchés actions là ? Est-ce qu'il y a des choix à faire ? Est-ce que la meilleure manière de faire, c'est de suivre le S&P 500 ou le Nasdaq dans son ensemble ? Ou est-ce qu'il y a quand même des choix sectoriels, thématiques, qui peuvent être plus payants que d'autres ? Alors, on a un call qu'on a déjà évoqué avec vous l'année dernière et qui se poursuit, qui est bien évidemment au contraire de ne pas suivre le S&P 500. Pour prendre une lecture courte, notre stratégie se dit pour faire de l'alpha, pour créer de la surperformance cette année, il suffit d'être sous-pondéré sur le SPI, ce qui n'était pas du tout ce qui se passait les dernières années, ce qui n'est pas illogique quand vous avez des marchés sous stress. Les gérants, dans la globalité, aiment être sur des titres, des large caps, et jouer de la croissance. Quand vous êtes dans des scénarios de redémarrage économique, le thème est inverse. Vous allez plutôt chercher de la value, vous allez chercher du small cap. Et c'est notre call depuis déjà 9 mois, qui a été conforté par l'arrivée de Biden et surtout par le vaccin, qui pratiquement sont tombés au même moment, début novembre, et qui trouve encore un relais en ce moment, avec beaucoup de gens qui s'interrogent de savoir s'il ne faut pas sortir en fait des fameuses grosses boîtes de tech bien sûr, que tout le monde a joué ces dernières années, les Apple, Amazon ou autres. Donc nous, alors, en sous-secteur, les secteurs qu'on aime bien, c'est bien évidemment les industriels, materials, les financières, bien évidemment, avec la reportification de la courbe de taux, et l'énergie. Et puis vous avez parfois un petit peu des petites anomalies de marché, et l'une d'entre elles, c'est l'immobilier. Parce qu'aux États-Unis, à la fois du côté des constructeurs de maisons, on est sur un secteur qui est très, avec des niveaux de stock très très bas et qu'une demande très forte, phénomène work from home, et avec des taux bas malgré tout, mais si ça remonte, les taux sont bas, donc une accession à la propriété, et maintenant quelques poches sectorielles sur les foncières. Merci beaucoup Thierry. Merci d'avoir été avec nous en plateau pour évoquer ces enjeux américains sur les marchés, sur la partie sanitaire, économique et politique. Thierry Gill avec nous en plateau, donc le président de Raymond James Euro Equities. Voilà pour Smart Bourse, l'édition de la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.